Bonjour à tous, je vous remercie pour votre participation. Moi, c'est Anaïs, je travaille pour France Active Lorraine et donc je serai l'animatrice pour cet atelier intitulé Coopération et entre acteurs de l'ESS et autres entreprises. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux intervenants qui vont vous faire part de leur retour d'expérience sur ce sujet-là. Donc, on a Mathieu de Anamorphose et on a Benoît du pôle territorial de coopération économique YACA. Là, moi, j'en dis pas plus sur eux, puisque chacun aura 10 minutes pour se présenter. Et je sais que vous êtes tous les deux des passionnés et donc parfois un peu bavards. Donc, j'aurai la lourde tâche de veiller à ce qu'on respecte le timing pour chacun de vous deux. Et ensuite, on aura 15 minutes de questions-réponses. Donc, vous pourrez poser à ce moment-là vos questions, réflexions. Et là, pendant les interventions, n'hésitez pas déjà à utiliser le chat pour poser des questions, les réflexions. On pourra les reprendre pendant le temps d'échange. Et donc, Benoît, c'est toi qui ouvres le bal et ensuite on enchaînera avec Mathieu et je vais partager ton support que tu m'as transmis. Ça marche. Est-ce que vous voyez On le voit tous bien. bien? Ok. Bien. Je vais juste afficher en plein écran et on pourra démarrer. OK. Et c'est à toi, Benoît. Eh ben, merci beaucoup. Donc, Benoît Courtegère, moi, je travaille pour le pôle de coopération du Haut-Doubs qui s'appelle IACA, parce qu'on trouvait que PTCE, c'était un peu dur à dire. Donc, voilà, il y a eu un travail de nom, de recherche de nom en collectif. Donc, l'idée, c'est de regarder un peu ensemble aujourd'hui les actions du pôle, mais surtout une action en particulier qui a été un peu une étape fondatrice qui était un peu aux prémices qui ont un peu révélé les modes de coopération possibles sur le territoire. C'est surtout là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui ensemble. Mais avant ça, si on peut passer juste à la petite slide de présentation qui va suivre. Donc voilà, pour situer un petit peu ce que c'est IACA, donc c'est une association. C'est sur le modèle des pôles territoriaux de coopération économique. Il y en a à peu près 200 en France. Nous, on est situé à 1 heure au nord de Genève et puis aussi à 1 heure de Besançon. On a la particularité d'avoir un territoire frontalier comme plusieurs territoires de Grand Est. C'est donc un fonctionnement associatif à but non lucratif. On est à peu près 6,3 ETP à travailler au quotidien sur ce pôle de coopération en équipe technique. Il y a 50 adhérents avec, comme tous les pôles de coopération économique, des profils assez variés parce que l'idée, c'est de rassembler tous les types d'acteurs du territoire, qu'ils soient des entreprises, des collectivités, des structures de l'économie sociale et solidaire, des citoyens et des partenaires plus institutionnels comme par exemple France Active, des centres de formation, etc. Je ne vais pas trop m'étendre sur le pôle, mais si on peut passer à la slide d'après, je peux vous montrer voilà, aujourd'hui les gros projets qui sont travaillés au sein de ce pôle de coopération. Comme dit, à chaque fois, c'est des histoires très locales, ces structurations de coopération qui va rassembler des acteurs privés et des acteurs publics. Et là, on voit une feuille de route typique basée sur les problématiques fortes du territoire. Donc, c'est des projets de coopération qui se construisent au quotidien avec plutôt des modèles expérimentaux au début et puis après des logiques d'essaimage. Mais je ne vais pas aller pouvoir, sur le temps imparti, je pourrais répondre à quelques questions, mais on va surtout s'intéresser à la bourse aux matériaux, qui, comme j'ai dit, était la première action du pôle de coopération avant même que le pôle de coopération existe. Ouais, on peut passer à la suivante, merci beaucoup. Ok, c'est quoi la bourse aux matériaux? Peut-être vous en avez déjà entendu parler parce que ça commence à s'organiser en Grand Est. Mais typiquement, ça part un besoin que nous avait pas fait part du coup des professionnels du bâtiment. On travaillait en fait ensemble autour d'un programme d'économie circulaire territoriale. Et en fait, quand on s'intéresse à leurs ressources dans les réserves des entreprises du bâtiment, on a vu en fait un certain nombre de stocks immobilisés pour des raisons très diverses. Il y a beaucoup de cas de figure, mais globalement, on a des stocks qui sont valorisables, mais qui sont bloqués dans les réserves. Et bah voilà, on a co-construit depuis 2021 un événement un peu sur mesure qui permet de ces stocks et de les revendre du coup plutôt à des particuliers ou à d'autres acteurs du territoire. C'est purement de la coopération parce qu'on a besoin des entreprises, on a besoin du territoire et on a un mode d'organisation spécifique. Là, on peut passer à la suivante pour voir un peu le schéma de comment ça prend forme. Donc, on a en fait un événement qui s'organise autour d'une offre et une demande
juste le temps de 2 jours par an, donc 2 journées de vente. La particularité de l'événement, c'est que ça se déroule dans les réserves, parce qu'en fait, on ne peut pas déplacer ces stocks-là, puisqu'ils sont quasiment intransportables ou incentralisables dans un lieu donné, type un seul chapiteau ou une seule salle des fêtes, etc. C'est pas possible, ça demanderait trop de logistique. Donc, l'idée, c'est plutôt de guider ceux qui auraient un intérêt à récupérer ces matériaux pour leur projet. Donc, on va parler des habitants, par exemple, ceux qui rénovent leurs habitations, ceux qui ont des projets particuliers. On a d'autres professionnels qui peuvent avoir un intérêt aussi pour ces matériaux-là. On a beaucoup les agriculteurs qui ont besoin de matériaux pour leur corps de ferme ou pour leurs projets. Et on peut avoir aussi des artistes ou des acteurs culturels et aussi des architectes qui vont aller s'approvisionner, qui vont faire du sourcing le temps de l'événement. Mais globalement, on voit bien que d'un côté, on a des stocks qui sont plus valorisables dans un contexte d'activité particulier, et d'un autre côté, des personnes qui sont très friands et très bricoleurs, et donc qui ont besoin, qui recherchent ces matériaux-là. Nous, on fait le lien pendant 2 jours par an. On voit aussi, donc il peut y avoir différents profils de participants, de stands accueil. Ça peut être dans des industries, dans des commerces, dans des dépôts de matériaux, dans des artisans du bâtiment. Il y a vraiment tous les corps de métier qui peuvent être touchés, type peinture, menuisier, charpentier, plombier chauffagiste, designer d'intérieur. Vraiment, tous les métiers ont à chaque fois des choses qu'ils n'arrivent pas à valoriser, mais qui peuvent être valorisées dans le cadre de cet événement, et des constructeurs de maisons. Euh, on peut passer à la suite. Ouais, voilà. Donc, comment ça prend forme le jour J? Typiquement, c'est ça. Là, vous voyez un peu les différents territoires qui ont été enfin, impliqués dans l'organisation d'une bourse aux matériaux. Donc, à chaque fois, voilà, c'est des personnes qui se rendent avec leurs remorques, leurs véhicules, leurs utilitaires. Et nous, on les guide jusqu'à ces fameux stocks. Et d'ailleurs, on peut aller un peu plus en détail sur la slide suivante. Typiquement, le rôle enfin, pourquoi il y a besoin d'un acteur territorial pour organiser cet événement? Parce qu'on est vraiment dans un assemblage d'énormément d'informations pour justement guider les personnes vers les matériaux auxquels ils ont besoin. Et nous, en fait, on est plutôt guide jusqu'à ces matériaux-là. Donc, au début, ça commence par une campagne de communication, dire, il y a une bourse en matériaux qui s'organise, voilà les différents points participants. Et globalement, voilà, les horaires, les adresses, etc., le, le côté pratico-pratique. Et on a un site internet dédié du coup à cet événement pour mettre en avant du coup point par point quels matériaux seront vendus, au moins un échantillon, un aperçu de ce qui sera vendu. Donc il n'y a pas de possibilité de réserver, mais il y a possibilité de repérer un peu et pour les gens de faire un circuit qui aurait du sens pour eux. Après, on installe des fléchages pour les guider jusqu'aux différents points, donc comme on voit en point 3. Et ensuite, donc, il y a la partie les matériaux plus les étiquettes. On est vraiment dans un esprit un peu brocante le jour J. OK, on peut passer à la suite. Là, je ne vais pas m'attarder, mais on retrouve différents profils de matériaux et avec différents niveaux d'engagement en termes de réemploi. Donc, on peut avoir des entreprises qui ont des surplus neufs, ça arrive dans les activités industrielles ou professionnelles, qu'il y ait des choses qui soient commandées et qui finalement ne puissent pas être utilisées sur les chantiers. Donc, on a des surplus neufs, des surproductions, etc. On a des stocks qui sont en petite quantité, donc qui nécessitent du coup, qui ne peuvent pas être vendus à part dans un tel profil d'événement, pardon. On a des déclassés de production, par exemple un nœud de bois mal placé, une coupe trop courte par rapport à un cahier des charges, ou une fêlure un peu dans le bois. Il y a pas mal de profils, mais ça peut vraiment faire la beauté d'un projet de bricoleur. Et après, des éléments plus pour réemploi et du bricolage. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre avec un événement comme ça? Typiquement, nous, ça reste à échelle humaine, hein, à échelle du territoire. Ça, c'est les chiffres qu'on a pu compiler après 7 éditions dans le Houdou. Donc, à chaque fois, à peu près une dizaine d'entreprises participantes, ce qui est finalement, qui peut paraître peu, mais qui est le bon format pour ce type d'événement, puisque, en fait, on ne veut pas non plus guider les personnes vers 50 points participants. Typiquement, il y a à peu près 650 visiteurs le jour J. Donc voilà, après plutôt des gens qui viennent acheter parce qu'ils ont repéré avant sur le site internet ce qu'ils voulaient. Et sur la dernière édition, on est à peu près à 96 tonnes de matériaux qui ont bougé pendant un jour et demi. Euh, on est à peu près voilà, sur un volume de chiffre d'affaires d'à peu près 131 000 euros. Et puis je vous laisse regarder les chiffres nationaux. Hop, on peut passer à la suite.
C'est un événement du coup qui a été expérimenté sur d'autres territoires, basé sur l'expérience qu'on avait dans le Odoo. Et après, ça a pris des formes un petit peu variées et différentes, puisque c'est toujours ancré sur les contextes territoriaux. Donc, on part un peu du même point de départ, mais après, ça prend des formes un peu variées selon les territoires. Nous, on est plutôt sur un territoire rural. Sur d'autres territoires, ça s'organise sur des zones d'activité ou des zones très denses, comme à Namur, par exemple, en Belgique. Vous voyez qu'en Grand Est, ça a été déjà beaucoup réadapté, avec à chaque fois des acteurs territoriaux et puis des entreprises participantes. Il me reste quelques minutes. Du coup, voilà un peu, si on va dans le détail, globalement, on a 6 grandes étapes où c'est très progressif et l'idée, c'est d'accompagner justement les entreprises pour les mettre dans les meilleures conditions pour que le jour J, ça puisse remettre en circulation énormément de stocks et libérer des centaines de mètres carrés de réserve après pour eux. Je ne m'attarderai pas dans le détail là-dessus, on pourrait y revenir si besoin. Généralement, un des points qui revient le plus souvent, c'est OK, on va organiser un tel événement, combien ça coûte? Avec le recul de cette édition, on peut dire que voilà, on est à peu près sur ces ordres de grandeur-là. En termes de budget opérationnel, il faut prévoir à peu près cette enveloppe-là pour pouvoir justement organiser et mettre en place un tel événement. Donc, on est à 6 700 € à peu près, 6 7 000 € pour une première édition. Et voilà en quelques mots ce que je peux dire sur la bourse à matériaux, mais c'est surtout dans l'idée de rebondir sur vos questions pour aller sur des points plus précis si vous le souhaitez. Super, merci Benoît. Merci. Oui, gardez bien de côté vos questions. On va passer à l'intervention de Mathieu, mais on pourra revenir ensuite dessus. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran Ouais. qui est passé sur ton support et je mets juste en plein écran et on est tout bon. Oups. Merci Benoît en tout cas. On s'est rencontrés il y a une semaine, on ne se connaissait pas. Euh, Vas-y, je te laisse mettre les slides. Ouais. Je t'avoue que je ne les ai pas appris par cœur, je te les ai envoyés il y a une semaine ou deux. C'était pas le but. Je vais vous Euh, repitcher à la volée. Ma seule Parce que Benoît, contrainte, toi, tu as fait un taf de ouf là. Toi, tu as mis les chiffres, l'impact et tout. Je suis pas sûr qu'il y ait tout ça dans les slides. C'est la première, celle-là? pardon. Ouais. Voilà. Ah, top. Anamorphose, donc je suis Mathieu Galante, je suis le dirigeant fondateur. Ça a 4 ans et demi, Anamorphose. C'est un projet qui part vraiment du terrain, puisque mon ancien métier, c'était éducateur spécialisé sur la métropole de Lyon en particulier. Donc moi, je suis lyonnais, j'habite à Lyon et j'ai travaillé toute ma vie dans les quartiers populaires et essentiellement sur la ville de Vent-en-Velin en tant qu'éducateur spécialisé. En amont, j'étais en école d'art et à titre personnel, j'ai toujours beaucoup peint. Vous allez voir que ça a du sens. Parce qu'il y a 40 ans, j'ai monté Anamorphose, j'ai réuni mes champs de compétences et à partir des problématiques que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, mon autre carrière professionnelle, j'ai monté une association, une entreprise qu'on va résumer. On verra s'il y a des questions là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle une entreprise hybride. Voilà, on est vraiment dans l'économie sociale et solidaire et dans l'hybridation. Donc il y a la partie atelier Anamorphose qui est une asso qui a été montée en 2022, et puis à l'agence qui est une SARL, et les deux communiquent entre elles sur les mêmes piliers, les mêmes valeurs. On a tout de suite monté l'entreprise à mission. Voilà, c'est pour ceux à qui ça parle, une entreprise à mission, puisqu'il y a ce lien euh, au niveau de l'écologie et surtout de l'accompagnement social dans le fonctionnement des ateliers. Pour dire un mot quand même, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai donné une petite introduction de l'essence d'où vient Anamorphose. On fait du street art, pour résumer, on fait de l'art urbain avec des jeunes en insertion professionnelle. Voilà, je parlerai un petit peu plus du public, puis je pense qu'il y aura peut-être des questions là-dessus. Euh, L'idée, c'est de collaborer avec des entreprises, avec des structures d'accueil de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, hein. De plus en plus, on est appelé aussi à travailler avec d'autres publics et on le fait évidemment. On travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap, ce qu'on pourrait appeler, résumer, le handicap invisible. Voilà, on ne travaille pas que du handicap lourd, puisque ça reste quand même des mécaniques assez complexes. Donc on réunit, nous, c'est pour ça qu'on est sur ce module Anamorphose, entreprises, collectivités, artistes peintres, structures d'accueil assez diverses.
et autour d'une œuvre d'art qu'on va réaliser ensemble, avec beaucoup d'étapes à l'intérieur. Euh, les slides de Benoît le montrent bien, à chaque fois qu'il y a un projet comme ça coopératif, il y a beaucoup d'acteurs et nous, on vient rassembler. On se compare souvent, pour montrer une image, à des architectes. Un architecte, il conçoit le projet et il va aller chercher le bon artisan qui va faire le placo, le carrelage. Enfin voilà, on va rassembler. Il y a le financeur, il y a le propriétaire. Celui qui finance, c'est pas forcément le propriétaire. Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de mécaniques qui se mettent en place. Donc on est à des structures comme ça un petit peu à pivot. Je te laisse, Anaïs, ouais, slider suivant. Donc les valeurs que j'expliquais dans l'entreprise hybride, c'est l'inclusion sociale. Je ne vais pas m'étaler dessus. Ça découle de mon ancien métier, c'est de permettre à des personnes qui viennent de forums réfugiés, des personnes en situation de handicap légère qui ne trouvent pas leur place dans le spécialisé ni dans l'ordinaire, qui sont des jeunes en transition à 17 ans, avec toutes les problématiques de quartier qu'on peut connaître sur la question de l'identité, comment évoluer, quoi faire plus tard, jeune tout court, hein, avec l'adolescence, on est pris par plein de choses. La transmission, bah, se sert de l'art urbain comme un outil. C'est la finalité. On fait de la fresque. Aujourd'hui, on est repéré comme des acteurs de l'art urbain fort. Mais c'était pas le propos de départ, c'est pas la finalité, c'est pour rassembler tout le monde, pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire de qualité. Mais l'essence profonde, c'est quand on fait une immense fresque, c'est poser des bâches, poser des scotch, suivre un chef d'atelier, respecter des consignes, venir à l'heure. Je parle pas des jeunes, je parle des artistes. Non, mais l'idée, c'est vraiment pour tout le monde, en fait, de se mettre d'accord sur des choses. Les artistes, qu'est-ce qu'ils vont déléguer aux jeunes? C'est pas évident pour eux, toujours. On travaille qu'avec des artistes, évidemment, hyper sensibles sur la question de l'accompagnement social, mais on va toucher à leur œuvre. Donc, ils ont aussi une part de social dans ce qu'ils vont faire avec Anamorphose. Ils vont devoir déléguer des choses, et c'est pas évident quand c'est son travail et son métier. Et puis la valorisation, on a toute une mécanique éco-conçue. Euh, En termes de matériaux, on a le label engagé à Lyon. Les locaux dans lesquels je vous parle, on le verra juste après les slides d'après, on a 200 mètres carrés, on peut le montrer. Tout a été éco-conçu et ça vient aussi des gens comme Benoît. On a beaucoup travaillé avec des acteurs locaux sur le réemploi de matériaux. On travaille avec Decathlon sur le fait de récupérer des plateaux de table de ping-pong qui sont usés, fatigués, des skateboards qui ont passé des tests de résistance, qui n'ont plus le droit de vendre. Et on revalorise ces matériaux puisque l'art urbain fait des grands murs, mais on fait aussi beaucoup d'objets de réemploi qu'on va transformer en œuvres d'art. Il y a vraiment cette question aussi pour les jeunes de venir se réparer en réparant quelque chose qui allait être jeté à la poubelle. Ça a été mon ancien métier d'éduc. Et voilà, et les ateliers, c'est le camp de base. Il y a une partie bureau là en bas à droite, c'est de là où je vous parle, qui surplombe l'atelier où c'est l'espace pour les jeunes. Donc il y a la période hivernale où on fait beaucoup de tableaux, sinon on est beaucoup sur l'extérieur. Il y a le stockage avec, j'accélère un peu mon discours, avec de la peinture de réemploi qu'on récupère d'entreprises partenaires qu'on va chercher avec les jeunes. Et puis tout ça a fait qu'on collabore, voilà, sur des gros projets artistiques pour la métropole, pour du privé, pour des publics, écoles. Il n'y a pas trop de limites dans l'art urbain. On est sollicité quand même par beaucoup d'acteurs. On a peint 3 rames de métro pour le Citral à Lyon. On le voit en haut à gauche. On a peint une sculpture. Voilà, l'art urbain aussi permet aux jeunes qu'on accompagne, au public qu'on accompagne, de découvrir aussi des lieux, des espaces et d'être extrêmement valorisé, puisque la finalité est hyper belle, puisqu'on s'appuie sur des street artistes dont c'est le métier, qui ont une renommée, qui ont une patte, qui ont un vrai savoir-faire, qui veulent transmettre. On fait des événements comme Peinture Fraîche, on le voit en bas à droite, je parlais ça c'est des instruments de musique cassés du Conservatoire de musique de Vaux-en-Velin, avec qui j'ai beaucoup collaboré quand j'étais éduque. Qu'on a revalorisé, puisque certains marchaient encore un petit peu, mais c'était abîmé, rayé, d'autres étaient cassés. Et on a créé une scène musicale comme ça lors d'un événement assez connu sur la région qui s'appelle Peinture Fraîche. Enfin, voilà, on peut collaborer à plein de niveaux. Il me reste une minute, Anaïs, pour présenter l'équipe. Ouais, j'ai pas regardé le timing, j'ai Non, l'impression non, de t'as même presque encore 3-4 minutes. large. On est large. Donc moi, je vais pas me représenter. Aujourd'hui, je travaille avec Lisa Hayat à droite, qui est restée 2 ans en alternance chez nous. Donc elle est là quasiment depuis le début, je vais le dire comme ça, parce qu'elle est à plus de 3 ans
à Anamorphose, mais aujourd'hui, elle est embauchée en CDI. Chloé est en alternance aussi, donc Lisa, chef de projet, moi dirigeant, je fais un petit peu tout, et Chloé en design graphique. Elle amène beaucoup de savoir-faire autour de la sérigraphie, autour de la technicité. Nous, notre travail, il est aussi de décomposer le travail artistique pour voir qu'est-ce que vont pouvoir faire les jeunes ou pas, pour qu'ils soient en réussite et pas en échec, parce qu'il y a des choses très techniques dans l'art. Donc, il y a des choses sur lesquelles on prend le relais. Et Anamorphose, de manière globale, que ce soit nos postes comme ça, on est trois aujourd'hui, euh, on touche à tout. Il y a une structuration aussi, mais qui est propre, je pense, à ma personnalité de vieux gauchos anarchistes, que on s'épanouit dans le travail quand on touche à plein de choses, quoi. Il n'y a pas juste quelqu'un à la compta, quelqu'un à la peinture, et puis toutes nos journées se ressemblent. On essaye de tous être en relation avec les collaborateurs, les artistes, les jeunes. On est tous en atelier, on se répartit. Voilà, moi, je passe l'aspirateur aussi. Il n'y a pas de fonction pure. On essaye vraiment voilà, on est dans une société très pyramidale. Il y a toujours un chef qui a beaucoup de charisme, qui est super chouette. Euh, et les dirigeants se ressemblent tous. Voilà, moi, quand j'ai créé, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, qui était un mot qui me faisait peur, je détestais les webinaires. Voilà, c'est pas du tout mon truc à la base. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait créer quelque chose qui nous ressemble. Et c'est un petit peu ça, Anamorphose. C'est quelque chose qui a du mal à rentrer dans une case. Je pense que c'est pour ça qu'on nous met dans la case innovation sociale, puisqu'il n'y a pas grand-chose d'innovant, ça a été dit en introduction. On peint avec des jeunes en difficulté, avec des artistes, on peint des objets, enfin franchement c'est fait depuis la nuit des temps, Picasso et compagnie l'avaient fait, mais je pense que c'est la manière dont on le fait, le chemin qu'on raconte et la manière dont on rassemble avec où est-ce qu'on place les curseurs. J'espère qu'il y aura des questions là-dessus, parce que c'est la partie que moi je trouve intéressante dans l'économie sociale et solidaire, où il y a une innovation dans le fait de peut-être, en tout cas pour ma part, pas mettre l'argent au centre des problématiques. Il faut en générer, mais c'est peut-être pas ça le moteur. Voilà. Bon, je suis peut-être déjà un peu loin. Je vous remercie de m'avoir écouté et je te laisse la main, Anaïs. Merci Mathieu. Hop, je vais juste arrêter mon partage. Enfin, je peux peut-être le garder au cas où il y a des questions. Merci pour ces deux témoignages. Je vous propose qu'on passe au temps de questions. Et on a une première question pour Benoît de Anne-Sophie dans le chat qui se pose la question de comment vous financez les dépenses qui sont générées par l'événement de la bourse aux matériaux. Ouais, ouais, ça part de là. Comme tu l'as dit, Mathieu, c'est important d'avoir du coup un peu des moyens d'impulsion. Nous, on a eu la chance de compter sur un programme qui s'appelait Écologie industrielle territoriale, EIT, pour ceux qui connaissent. Mais typiquement, c'était de la coopération autour des ressources des professionnels sur le territoire. Et du coup, nous, on a eu un accompagnement et du coup des budgets opérationnels pour déployer cette action, en tout cas déjà la tester puisque on ne savait pas où on allait avec ce format où on disait aux gens, allez en direct des réserves. C'était pas simple au début. On a vu qu'il fallait beaucoup étoffer nos moyens de communication, etc. Donc, c'est ce on a pu faire avec au fil. Enfin, à chaque édition, on essayait d'améliorer un peu le format. Et après cette édition, on a des outils qui aujourd'hui fonctionnent bien. Donc, nous, ça partait de fonds alloués par l'ADEME pour agir du coup sur ces stocks à valoriser sur le territoire. Il y a aussi d'autres. Aujourd'hui, on est un peu sur un modèle un peu hybride puisque les entreprises participent et mettent au pot commun du coup à travers cette association-là qu'on n'avait pas avant. Donc, on a un système de cotisation annuelle où en fait une entreprise va pouvoir en fait bénéficier des effets utiles de l'événement pour vider ses réserves, parce que c'est ça l'intérêt pour les professionnels, de gagner de la place, gagner en charge mentale aussi pour ces stocks qui n'ont pas envie de jeter, mais qui parfois c'est un crève-cœur, mais ils n'ont pas le choix pour faire de la place pour rentrer leur nouvelle commande. Donc voilà, ils payent finalement une cotisation et c'est grâce à ça aussi qu'on finance l'événement et c'est comme ça que se finance l'événement sur d'autres territoires aussi. Merci Benoît. Anne-Sophie, bah, si tu veux prendre la parole, en tout cas dire si cette réponse, c'est Eh tout ben, bon ça pour toi. répond Ok. parfaitement à ma question. Merci beaucoup. Merci. Merci Anne-Sophie. Il y a Francis Kern, bah, je vous laisse prendre la parole, qui avait une question. Oui, merci à vos présentations. Là, ce serait pour Mathieu. Moi, je suis
Je m'étonne un peu quand il dit, bon, en plus moi je suis universitaire, donc j'ai agi au quart de tour pour la chaire ESS à Mulhouse. Non, moi je pense que c'est vraiment de l'innovation sociale, parce que ce que vous avez réussi à faire avec Alamorphose, c'est de mettre en relation un domaine d'activité avec l'insertion. On ne voit pas du tout l'insertion en général dans cette créativité, dans la dimension C'est artistique. vrai. Donc, l'innovation sociale, elle est là et bravo. Alors, moi, ma question, du coup, hyper intéressée, c'est est-ce que vous avez déjà essaimé ou est-ce que vous êtes en relation avec d'autres métropoles pour ce genre de business model, appelons-le comme ça, de l'ESS, voilà. C'est une bonne question, l'essaimage. Je suis très sollicité sur cette question. Moi, je me sens pas prêt. Euh, pour le moment, c'est pas un enjeu. Pour le moment, c'est pas un enjeu. C'est trop tôt, je pense. Mais attendez, essaimage, ça ne veut pas dire que vous devez aller créer l'équivalent ailleurs. C'est des gens soit que vous connaissez des structures qui existent déjà et qui travaillent comme vous, ou alors des trucs peut-être plus privés, ou d'autres agences qui sont dans l'art urbain et où que votre modèle pourrait intéresser. Euh, c'est une très très bonne question, puisque je pense qu'on est un peu des extraterrestres dans l'art urbain, Ah, dans voilà. notre mécanique, c'est-à-dire que le côté participatif est très présent et énormément demandé. Je pense que c'est une des clés du projet d'Anamorphose. Mais la manière dont on fait le participatif n'est pas du tout fait par mes concurrents. Je veux dire comme ça, j'aime pas trop ce terme, parce que pour moi, il y a de la place pour tout le monde et on peut tous bosser. Mais c'est vrai que déjà, la première mécanique, c'est que moi, je peins. Je suis pas agent d'artiste, je suis pas que porteur de projet. Je peins avec les jeunes, avec les artistes. J'ai techniquement beaucoup d'expérience et de savoir-faire. J'ai beaucoup graffé de manière illégale. C'est même chouette aujourd'hui d'être payé pour ça et de le faire légalement. Donc c'est assez marrant. Mais voilà, la question de l'essaimage est pour moi une question un peu plus lointaine. J'ai pas fini ma structuration sur le secteur de la métropole de Lyon et je suis pas encore arrivé à mon plafond de verre en termes de chiffre d'affaires et de business model. Donc pour moi, essaimer tant que c'est pas stabilisé là où j'ai mon expérience, mon savoir-faire, serait quand même un peu casse-gueule et prétentieux. Mais par contre, je me ferme pas de porte. On me pose la question à peu près tous les mois. Je pense, quelque chose. Voilà, quand j'en aurai marre d'être sur nacelle et de peindre et de porter les pots de peinture, peut-être que j'irai un peu plus loin. Je pense que c'est dans les 5 ans à venir qu'il va falloir, dans l'accélération, faire ça, peut-être. Je sais pas. Ouais, mais au moins faire connaître ce que vous faites, ça peut donner des idées à d'autres. Voilà. Ouais, ouais, je suis déjà très sollicité sur Voilà. la région Rhône-Alpes par beaucoup de porteurs de projets que j'essaye de recevoir à l'atelier. J'essaye de prendre du temps parce que moi, on m'a accordé du temps. Donc, j'essaye de le renvoyer, d'où ma présence ici. Hein. Je suis pas très fan des webinaires. Je participe pas trop à ce genre d'exercice. Mais je pense que quand on nous a soutenus comme France Active, il faut savoir envoyer la balle. Et du coup, effectivement, on est très sollicité. Ouais. Merci. Il y a quelque chose autour de ça. J'ai pas de réponse toute faite, je suis désolé, Mais non, mais c'est bien. Merci. Merci Francis. Francis. On avait ensuite une question de Élise Marcandella pour Benoît, qui posait la question de quel est le montant des cotisations des entreprises. Ouais, alors là, on est sur une première année d'existence. Donc, la première grille tarifaire, ça va entre 200 euros et 1000 euros pour la cotisation annuelle pour les entreprises. C'est au-delà de 50 salariés qu'on passe à 1000 euros. Et vous avez vu tout à l'heure le budget opérationnel de l'action. Donc, en fait, enfin, c'est très accessible et c'était ça aussi l'intérêt pour les entreprises de ne pas avoir une cotisation. C'est la slide juste après, ouais, encore après, celle-ci, ouais. Donc, vous avez vu 12 entreprises participantes. Finalement, ça couvre à peine les dépenses opérationnelles si on a 12 qui participent. Puisque là, on va avoir entre 200, 500 et 1000 euros selon le nombre de salariés présents dans l'entreprise. Donc, on a un tarif accessible, mais ça permet de rentabiliser au moins une partie de couvrir une partie des charges de l'événement. Et d'ailleurs, je me permets juste de rebondir, puisque je parlais beaucoup du cadre du Odoo, mais le modèle économique de cet événement, il peut se construire aussi avec les éco-organismes, avec d'autres acteurs territoriaux. Et l'idée, c'est ça, c'est de compiler un peu une sorte de pot commun à partir des parties prenantes qui auraient un intérêt à voir cet événement arriver sur le territoire. Puisqu'il y a beaucoup peuvent y gagner à travers cet événement.
ça accélère vraiment le côté bon plan, puisque des choses qui sont presque des choses très précieuses, des objets très précieux, mais qui sont un peu au mauvais endroit au mauvais moment, l'événement va les révéler. Et du coup, des personnes ça va vraiment faire la différence pour certains projets. Et tu l'as dit, Mathieu, des projets artistiques aussi. Euh, c'est très important de pouvoir compter sur du réemploi et de pouvoir les valoriser même au maximum de leur potentiel, comme vous le faites. Des choses qui étaient un déchet à un moment, ou ont failli être un déchet, que vous avez su, du coup, amener un regard d'artiste, amener quelque chose que personne ne voyait, et puis le réemployer. C'est pour ça que je mentionnais aussi les artistes au début, dans les parties prenantes. Mais globalement, c'est ça, c'est composer un pot commun, pas seulement avec l'ADEME, qui est un acteur évident, du coup, dans cette coopération, mais du coup, avec d'autres acteurs du territoire. Merci Alice pour cette question. Est-ce que ça répond à tes interrogations? Oui, Chouette. merci. On a ensuite une question de Dominique pour Mathieu de BGE Alsace qui posait la question de comment se concrétise le lien entre l'association et l'agence dans ce modèle hybride qui est Anamorphose. Voilà, la réponse va être affreusement longue, donc je vais vraiment essayer de résumer, parce que le modèle hybride, ça fait 1 an que je travaille dessus avec d'autres structures, et c'est vraiment du cas par cas, l'hybridation. Le meilleur modèle hybride aujourd'hui, c'est une association. C'est pour ça que j'ai démarré en association, c'est-à-dire qu'on peut recevoir du mécénat et faire de la prestation de service. Anamorphose a été rentable dès la première année et on a dépassé les plafonds de facturation en prestat direct, enfin, pour ceux que ça parle, le côté associatif. Parce que l'association, pareil, on a des visions différentes. Hein, je pense que vous êtes aguerris qui êtes là, présents, mais pour le tout venant, une association, on peut monter une asso avec des potes pour jouer au foot, et on peut aussi monter une association et la gérer comme une entreprise. Anamorphose a toujours été pensée comme une entreprise. Il y a des salariés, il y a un budget, il y a des loyers, il y a des choses, quoi. Donc voilà, il faut prendre ce prisme entreprise. Et en fait, c'est juste une question de moteur. C'est ce que m'a expliqué mon expert comptable, hein, qui m'a accompagné là-dessus. Moi, je ne connaissais pas ces questions-là d'hybridation. Comment ça communique? Je pense que ça communique techniquement. C'est deux structures différentes. Pas de débat. C'est deux sirettes, deux statuts, nani nana. Par contre, on réunit les deux sur plein de champs. Quand Anamorphose Agence a un chantier, on invite les jeunes à participer en fonction de leurs souhaits, qui font partie de l'association. C'est-à-dire que l'association est un moteur pour accueillir les jeunes. On n'est pas une entreprise, attention. Il y a plein de modèles aussi. On s'est beaucoup posé la question. On n'est pas une entreprise qui embauche, qui travaille avec des personnes en situation de handicap qui sont embauchées. Entreprise adaptée, voilà, c'est le mot que je cherchais. Pas du tout. Nous, on est un starter vraiment pour des personnes qui sont très, très, très loin de l'emploi, en fait. On a un public que j'appelle souvent les invisibles, mais parce qu'ils ont un handicap invisible, ils sont dans les quartiers populaires, donc très invisibilisés. Ou quand ils sont montrés dans les médias, franchement, ça fait pas rêver quand même. Parce qu'il se passe beaucoup de belles choses dans les quartiers. J'y travaillé 15 ans et quand tu allumes ta télé, tu dis waouh, c'est quand même pas ce que je vis moi au quotidien. On montre toujours quand même ceux qui foutent le bazar alors qu'il y a plein de belles choses. Et ce public-là est dans une fragilité telle qu'ils sont tellement éloignés de l'emploi qu'ils ont juste besoin déjà de 2 heures d'activité. On est quand même sur une activité de 2 heures. Sur les jeunes qu'on accompagne, ils ne peuvent pas supporter plus, je veux dire comme ça. Pour certains, hein, c'est très difficile d'être concentré 1 heure. Ils sont parfois TDAH, je ne sais pas si ça vous parle, ces troubles de. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc pour répondre, ce qui communique, c'est les valeurs. Ça peut être aussi financièrement, l'entreprise peut soutenir l'association, moins l'inverse. Euh, et après, chaque projet qui vient rentre dans une case. Si on a un projet de mécénat, ça passe en asso et c'est dédié aux jeunes. L'argent qui est récolté est dédié aux jeunes. Nous, on est désintéressés. Moi, j'ai la présidence de l'asso. Voilà, il y a un conseil d'administration. Donc voilà, ça communique surtout sur les valeurs et sur l'identité, sur l'impulsion qu'on met aussi dans le travail. C'était pas un souhait hein, de monter une entreprise. C'est le marché qui est venu à nous. Hein. Ça nous a tellement été demandé en prestation de service.
Nous, à la base, on voulait faire des subventions, on n'en a pas eu. On voulait faire plutôt du mécénat, on en a eu peu par rapport à ce qu'on avait imaginé. On s'est adapté en fait à ce qu'on a créé, quoi. C'est bien. C'est plutôt l'extérieur qui va définir ta structuration. Si ça peut répondre à ta question, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas. Branchez les micros, hein, qu'on ait un échange direct, ça me ferait très Oui, oui, plaisir. vous pouvez, vous avez l'air assez discipliné. Et après, on Euh, passera à la question de Sinon, moi, Nathalie. je vais parler 1 heure dans le vent Et comme après, ça. c'est Nathalie qui a une question pour Benoît. Je peux me meubler de ouf. On peut réagir? Avec plaisir. Non, mais c'est juste entreprise Assos. L'Assos s'appelle aussi Anamorphose? Atelier Anamorphose, c'est le nom de l'association. Agence Anamorphose, c'est le nom. Donc, c'est vrai qu'il y a, dans le mot même, Anamorphose, Il y a les on a deux. fait cap. Il y a l'Assos et l'entreprise. Ouais, Donc, il y a l'agence et l'atelier. On est d'accord. exact. C'est comme Et ça. ce qui les réunit, c'est le mot anamorphose pour avoir le même site internet, la même adresse mail, des mécaniques un peu malines pour aussi mutualiser les trucs, quoi. Et tu sais, il ne faut pas non plus, quand tu dis, ouais, on a été contraint de passer en entreprise, mais je veux dire, ça fait aussi partie de l'aventure de l'ESS. Tu dois connaître le réseau Coopérer pour entreprendre. Oui, Tu vois, je veux dire, voilà, ça paraît évident qu'à un moment, il y a la dimension entrepreneuriale vient aussi et c'est aussi la dynamique, elle est aussi là. Voilà. ça a été, c'est vrai que je l'ai dit comme ça un peu vite, je m'en excuse, mais tu as raison sur un point, je me permets qu'on se tutoie, enfin moi vous pouvez me tutoyer. Ouais. Euh, c'est une belle fierté, pas le fait de faire une entreprise. Ça a été une contrainte, on va le dire, une paperasse technique, quoi. Mais c'est une fierté de voir qu'il y a un projet de quartier comme ça qui vient d'expérience de terrain, qui était une idée à la base, qui s'est construite. Hein, attention, hein, j'ai fait 1 an d'incubation, 1 an après l'accompagnement. Enfin, je suis retourné à l'école, hein, pour réfléchir sur des thématiques, mais que ça se transforme en entreprise, c'est aussi montrer que ce qu'on génère a de la valeur. Ouais, Euh, super, exact. Ouais. L'économie sociale et solidaire peut souffrir parfois sur certains projets de l'imagerie, et heureusement ça change énormément. Mais ce côté écologique, on a une plume dans les cheveux, on va sauver le monde, on va sauver la planète. Euh, Oui, ou des d'être fois, des éternels on nous fait subventionnés. glisser un peu dans cette Si case ça vous un va, peu dérangeante. Ouais, vas-y. je me permets de vous couper parce qu'on a d'autres questions qui arrivent. On en a Carrément. une notamment de Nathalie. Si vous voulez prendre votre micro pour poser la question, ce sera peut-être plus sympa pour, comme échange. Et c'est une question pour Benoît, si j'ai bien compris. Oui. D'après ce que j'ai noté, ce que j'ai vu, il y a dans les matériaux, dans les entreprises de matériaux, il y en a dans différents pays même. Il y en avait en Belgique. Est-ce que vu qu'il y a il y a une multiplication de cette initiative, est-ce que ça va être centré vraiment plus sur le territoire? Ah mince, j'ai pas vu le micro, comme il faut. Vous m'avez quand même entendu ou pas? Oui, 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 Oui. parfaitement. Pardon. Je vais essayer d'y répondre. En effet, donc là aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an que du coup l'événement va être déployé et développé, mais du coup sur d'autres territoires, comme vous l'avez dit, en France et en Belgique. Mais enfin, tout se passe au niveau territorial, au niveau de l'action, puisque c'est l'échelle qui a le plus de sens pour cette action-là. C'est une histoire de territoire avec des acteurs territoriaux qui ont une vision un peu globale sur le territoire et qui ont aussi des missions au niveau de la transition, au niveau de l'économie circulaire, et aussi des entreprises qui sont fortement ancrées sur leur territoire. Donc c'est une histoire de coopération locale. Et ça part de là. Donc finalement, les moyens ont toujours été développés un peu à cette échelle-là pour le budget de l'action. Et l'idée, encore une fois, du pot commun, d'aller voir les parties prenantes qui ont du sens pour un territoire donné. Ça peut être vraiment très variable selon les territoires. Et puis après, d'organiser cette action à partir de ces moyens-là. Mais cet essaimage et cette entraide finalement qu'on organise entre territoires, elle s'est fait un peu de façon non organisée, puisque c'était suite à des retours d'expérience, on échangeait un petit peu avec des territoires. Et puis l'idée, c'était d'apporter des éléments d'entraide et puis d'accompagner des territoires au début de façon très informelle pour les aider à développer une première édition qui soit solide, la plus solide possible, et de s'appuyer du coup sur les expériences d'autres territoires. Donc c'est parti de là. Et on en arriverait finalement aujourd'hui à dire, ben, est-ce qu'il n'y aurait pas encore des moyens à développer à une échelle plus nationale du coup, ou en inter-événement,
Et là, ça nécessiterait une coordination avec des acteurs nationaux, comme l'ADEME national, comme les éco-organismes nationaux, qui ont un intérêt direct de voir cet événement arriver sur d'autres territoires en France et ailleurs en Europe. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Alors, je pense que ça éclaircit, parce que j'avais vu la photo, Ouais, Strasbourg, Audoux, si on revient un peu Strasbourg, plus haut dans le diapo, Namur. Anaïs. Oui. Et donc, je pensais que c'était Ouais, voilà. les entreprises qui vendaient, enfin, qui mettaient à disposition leur stockage par rapport à vous. Ah, Voilà. ouais, ok, c'était peut-être pas très clair. En effet, donc on est bien sur 2 journées de vente organisées par un acteur territorial, nous, IACA, mais sur d'autres territoires, ça va être par exemple des acteurs des services économiques d'une communauté de communes ou des acteurs impliqués sur la transition écologique, des réseaux même, des réseaux régionaux. Et en fait, voilà, l'idée, c'est ils construisent ensemble sur place et nous, on les aide derrière sur de la partie outils et de la partie technique. Et on a finalement, comme quelque chose qui est parti de façon très informelle, où on était plutôt sur du partage d'expérience comme on est en train de faire aujourd'hui, finalement, on s'est dit, non, mais il faut qu'on crée des outils qui soient déployables et qui soient mis à disposition aussi. Bon, c'est un modèle de prestation qu'on fournit à travers l'association, ça a demandé quand même pas mal d'investissement du coup pour développer ces outils, et on a eu l'aide de l'ADEME aussi pour le faire. Mais en gros, on fournit des outils qui permettent de diviser par 3 le temps de travail pour monter un tel événement. Mais par contre, l'organisation, elle se fait toujours à l'échelle territoriale. Et nous, on est plutôt là en appui technique. Il nous Merci. reste, il nous reste 2 minutes et 2 questions. Si jamais on est coupé, moi j'en profite déjà pour vous remercier pour votre participation et vos questions. Et on va se tenter 2 questions et chacune en 1 minute. Et dans l'ordre, donc il y a Thierry Benoît. Oui, bonjour. Alors, Bonjour. déjà, merci Benoît, merci Mathieu. C'était super vos témoignages très inspirants. Donc, question courte, réponse courte. Comment sont financés les postes salariés de IACA? C'est quoi vos principales ressources? Et est-ce que, j'irai creuser après sur Internet, est-ce qu'il y a d'autres exemples de coopération interacteurs entre asso, OSS, entreprises plus classiques? Merci. OK. Bon, ça va être toujours 1 minute. OK. Comment c'est financé? Bah, finalement, voilà, c'est ça. On est parti d'un modèle plutôt financé par le domaine public, mais du coup, on cherche à rendre hybride un peu ces financements. Donc aujourd'hui, on a une partie, du coup, on fonctionne beaucoup sur des appels à projets, des prestations auprès des entreprises du territoire ou des acteurs du territoire, des outils qu'on a développés du coup à travers Bourse aux matériaux. Mais finalement, on a un modèle très hybride de financement. Et il y a une participation aussi des collectivités à hauteur de 1 euro par habitant sur le territoire pendant 3 ans. Chouette. Super Merci. intéressant. Désolée, je fais rapide. Ouais, Il nous reste Hervé. Si vous voulez Oui, poser votre question, il nous reste 30 secondes. oui, bonjour. Juste, c'est pour Anamorphose, une assoce, une entreprise qui travaille ensemble sur des projets communs. J'ai cru comprendre que l'assoce touchait, enfin, faisait appel à des dons, donc elle ne doit pas être assujettie aux impôts commerciaux. Comment vous avez géré le risque de contamination fiscale? C'est quoi la contamination fiscale? On sera coupé, je suis désolée. Mais Ouais. Hervé, je rescrit. note que vous avez pas. Oui, Désolé. quand une assoce travaille en partenariat avec une entreprise sur des sujets communs, qu'une collecte des fonds et que l'autre, effectivement, paye de l'impôt, il peut y avoir un risque de contamination fiscale entre les deux, c'est-à-dire un assujettissement de Ouais, l'association à c'est tout l'impôt séparé. commercial. Non, non, mais c'est tout. C'est pour répondre en 1 seconde. C'est tout séparé. C'est quand il y a un budget pour l'asso, ça concerne que des projets asso. Ça vient jamais toucher l'entreprise. C'est D'accord. Et assez. les prestations? On n'en fait plus en asso de prestation. On fait plus. D'accord. Voilà. Mais pour essayer de répondre très vite, Hervé, je m'excuse. Non, mais c'est Ok. super, on a eu Ça 1 minute demanderait de plein de rapide. détails parce qu'elle est intéressante cette question, mais je peux pas y répondre en 1 seconde. Et vous aurez les coordonnées des intervenants de toute façon, je pense. Enfin, je m'avance peut-être, mais un grand merci en tout cas. Plein de questions et j'ai même pas besoin de faire de mots de conclusion parce que vous avez été très bavard, donc c'est super. On se retrouve en plénière dans Merci. même pas 10 Merci, à secondes. bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci À bientôt!